Après ces 2 jours de travail, il ne vous reste plus qu'une dernière petite séance. Mais comme chaque fois, on va encore vous demander de travailler un peu parce qu'on n'a pas prévu une grande conférence, on a prévu aussi un temps de débat avec vous. Donc, je vais vous expliquer comment on va fonctionner. Mais sachant que certains risquent de partir au milieu de la séance, j'en connais au moins une qui me l'a dit, eh bien je vais vous dire tout de suite ce que je dois vous dire normalement en conclusion. C'est-à-dire, 1, tous les visuels que vous avez vus vous seront accessibles ultérieurement. C'est-à-dire qu'on vous les enverra, parce qu'on a tous vos coordonnées mail, on vous les enverra avec le lien pour pouvoir télécharger toutes les présentations que vous avez vues, y compris, bien évidemment, celles dans les ateliers où vous n'avez pas pu suivre. La deuxième chose, c'est que vous allez recevoir un questionnaire d'évaluation. Donc, répondez-y, c'est très important. Pour le forum, on reçoit 300 questionnaires d'évaluation, mais on prend le temps de regarder chaque réponse et de faire tous les bilans et tous les tableaux qu'il faut. Ça nous aide à nous enrichir, à nous améliorer, à faire des choses qui correspondent mieux à vos choix. Et dans ce questionnaire d'évaluation, quand il y a des questions ouvertes, n'hésitez pas à les remplir en disant « j'ai décidé, les voici », et nous, on s'en inspirera. Voilà, sinon je vous donne rendez-vous pour des futures rencontres de la communication intercommunale, sans pouvoir vous dire ni la date, ni le lieu, ni même si ce sera l'année prochaine ou pas, parce qu'on n'a pas encore réfléchi à la chose. Et justement, on attendra votre évaluation pour savoir si on le refait dans cette forme ou pas, et à quelle régularité, sachant que d'habitude on les fait tous les 2 années, et peut-être faut-il le faire plus souvent si vous nous le dites. Voilà pour ça. Sinon, d'ici ces prochaines rencontres, il y a bien d'autres moments de nous rencontrer. Donc, n'hésitez pas. La première chose, c'est que vous devez tous être abonnés à une newsletter tous les 15 jours. Ça ne vous encombre pas trop la boîte aux lettres, mail. Mais par contre, regardez-la, lisez-la, et sachant que les 3/4 des papiers qui sont dans cette newsletter, c'est vous qui nous les donnez, c'est sur des expériences ou des initiatives que vous avez, et donc on rencontre pour que tout le monde soit au courant et tout le monde s'en inspire. Donc n'hésitez pas à la lire et voir, à nous faire remonter plein d'informations, ça nous permettra d'en parler. Et puis d'ici là, il y en a bien évidemment d'autres rencontres thématiques comme celle-là. Alors je vais me tromper dans les dates, les noms et les périodes, parce que je les mélange tous à force, mais la prochaine, ça doit être la communication interne à Paris en mars prochain, fin mars, 22-23, c'est ça, 21-22, voilà. Après, on aura le marketing territorial en mai à Lyon, et ensuite on aura la presse territoriale à Paris en juin, et ensuite on aura le marketing, on aura le numérique à Issy-les-Moulineaux en septembre. Voilà, des rencontres similaires à celle-là, une journée et demie sur des thématiques. Voilà, je m'arrête là et je vous présente notre invité Philippe Estève, qui va pouvoir prendre place avant de prendre la parole. S'il prend la parole assis ou debout, c'est comme il veut. Assis, c'est mieux, voilà. Donc on a souhaité faire un débat avec Philippe Estève. Alors j'ai regardé sa bio, d'accord. Alors d'abord, c'est un professeur, il va me dire si je ne me suis pas trop trompé. Il enseigne au CNAM, à Sciences Po toujours. Ah, plus à Sciences Po, il a enseigné à Sciences Po, ça c'est sûr. Et il est encore directeur de l'Institut des hautes études en développement et aménagement du territoire. Plus. Voilà. Mais il est aujourd'hui à Capcom, ça c'est sûr. Hein. Voilà, il est auteur de tas de bouquins. Alors je me suis amusé juste à prendre un des premiers qui était l'État animateur en 1994. Voilà, et le dernier, ou presque, là aussi je me suis peut-être trompé, mais il s'appelle L'égalité des territoires, une passion française. C'est le dernier? C'est bien parfait. Voilà, 2015, on voit qu'il n'y en a pas eu l'année dernière. Donc voilà, donc c'est un professeur, c'est un auteur, mais c'est aussi surtout pour nous une compétence, une profession qu'on n'a pas toujours l'habitude d'inviter, parce qu'il n'est pas, c'est pas un homme de la science politique proprement dite, c'est pas un sociologue proprement dit, sur la formation initiale, c'est plutôt un géographe. Et c'est ce qui nous a intéressé aujourd'hui, un géographe, parce que quand on parle des territoires en recomposition aujourd'hui, on se dit qu'il faut partir du terrain, de la géographie, et voir comment ces territoires sont vécus dans leur quotidienneté. Et ça, c'est le regard qu'a le géographe. Il fait partie notamment d'une, comment on appelle ça, d'une coopérative, voilà, coopérative, qui s'appelle Acadie, qui réunit plusieurs personnalités qui ont déjà eu l'occasion d'intervenir au sein de Capcom. Je pense à Martin Vanier et à Daniel Béard. Daniel Béard qu'on a fait intervenir aux rencontres du marketing territorial.
Alors peut-être j'exagère un peu, mais c'est un peu à travers E3, c'est un peu une école de pensée, là, tout au moins une école de réflexion qui justement essaye de partir de la géographie pour s'étendre à la sociologie, pour s'étendre à la science politique, à la gouvernance, etc. Et qui est finalement un regard un peu différent des regards qu'on a l'habitude de voir quand on parle du secteur local. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est une école de pensée pour Vendée, parce qu'il y a une pensée commune au moins à ces trois-là et aux autres d'Acadie ou pas? Il faut prendre le micro. Bon, on essaie de gagner notre vie. Et puis bon, comme on cohabite, c'est vrai qu'il y a quand même des contaminations. Ouais. Une coopérative, c'est un peu, c'est une cooptation. Donc, même si on ne cherche pas l'homogénéité intellectuelle, bon, on va quand même chercher, c'est un peu comme le mariage, non? C'est relativement endogame comme dispositif. Enfin, peut-être qu'il y a des mariages exogames, mais c'est assez rare. Bon, enfin, on voit bien que dans les interventions, les écrits, il y a une pensée commune. Disons que, oui, mais en fait, disons qu'on s'inscrit dans un milieu, mais qui n'est pas purement acadien, si je peux dire, mais qui a des prolongements avec, et des résonances avec d'autres observateurs. Je pense à Laurent Navzi, qui est un complice de très longues années. Je pense aussi à des gens alors peut-être moins connus, mais que vous connaîtrez parce qu'ils sont en train d'émerger, comme Xavier Desjardins, qui est un géographe de la mobilité. Et on essaye, oui, de construire. Il y a aussi des parentés avec des gens que vous connaissez peut-être, comme Jacques Lévy ou Michel Husseau. On essaye de construire, alors deux choses en fait. Premièrement, peut-être, alors ça c'est pour vous un peu problématique, mais on y reviendra, une forme de dépassement de, alors ce que pompeusement les géographes appellent le paradigme territorial, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, toute réflexion géographique se précipite dans le territoire, au sens de territoire politique, territoire administré. Je dis ça parce que je ne sais pas si quand on se balade en Europe et qu'on essaye de traduire le mot territoire, en fait, ça ne dit rien à personne. C'est vraiment une idiosyncrasie, c'est très très franco-français, l'usage intempestif du territoire. Et donc les géographes brûlants, ce qu'ils ont adoré, si je peux dire, ayant beaucoup poussé cette idée de territoire, territorialisation, etc., aujourd'hui, essaye de dépasser ça pour dire, si on veut analyser réellement les pratiques des gens dans l'espace, il n'y a pas que le territoire dans la vie, quoi. Il y a aussi les réseaux, les flux, les circulations, enfin, des choses qui sont un peu banales. Hein. Martin Valier a beaucoup travaillé sur ces questions-là, notamment avec ses idées autour de l'interterritorialité et ce slogan, moi, que je trouve assez joli, quand il dit que les bassins, au sens de bassin de vie, bassin d'emploi, passent leur temps à déborder. Et que nous débordons en permanence, nous faisons déborder en permanence par nos mouvements dans l'espace, nous faisons déborder les bassins. Voilà, des gens comme Nadine Catan aussi, qui a fait un travail absolument remarquable pour l'ex-data, sur les systèmes urbains. Je ne sais pas si vous avez vu ça, la façon dont les villes nous entraînent des relations par le jeu des mobilités, des relations entre les entreprises, des relations entre les universités, etc., qui donnent un autre visage de la France. Et l'INSEE a commencé à être un petit peu contaminé par ça, puisque il y a des officines secrètes à l'INSEE qui ne sont pas encore complètement sorties, mais qui sont en train d'essayer de faire exploser la notion de bassin de vie, en retravaillant l'idée de vie quotidienne, non plus autour d'un concept territorial ou spatial, mais plutôt autour de l'analyse des mobilités des gens, en montrant que ce qui fait la vraie vie, en fait, d'une certaine façon, et l'usage, j'y reviendrai, l'usage des services et des équipements, c'est la probabilité que nous avons de croiser tel ou tel service, tel ou tel équipement dans nos pérégrinations quotidiennes. Et donc quand on appréhende l'espace sous cet angle-là, c'est-à-dire finalement un angle qui est à la fois dynamique au sens des trajectoires et probabiliste au sens de la possibilité de, qui renvoie bien aussi à des formes
disons, d'hédonisme territorial, sur lesquels de consumérisme territorial, sur lesquels je pourrais éventuellement revenir, eh bien, on a une toute autre cartographie que la cartographie territoriale classique. Et Davzy, quand il travaille sur ce qu'il appelle la circulation invisible des richesses, je crois que ce sont des thèses qui sont bien connues maintenant, il montre les liens invisibles qui se tissent entre les territoires du fait du voyage de nous tous avec nos revenus, avec notre consommation, tissant comme ça des liens invisibles entre les territoires. Donc il y a toute cette école de pensée qui, tout en conservant un point de vue politique, en prenant au sérieux la question territoriale au sens où le territoire c'est un espace politique et potentiellement pas toujours l'espace démocratique, essaye en même temps d'apporter aux décideurs publics, disons, une lecture plus réaliste de la manière dont leur territoire s'inscrit dans des systèmes plus vastes, plus complexes, qui sont à la fois des systèmes de mobilité, des chaînes de valeur économique. Pierre Benz aussi travaille un peu là-dessus. Voilà. Donc, je ne dirais pas que c'est Acadie qui est une école de pensée, mais Acadie fait partie de cette nébuleuse-là, où on réinterroge l'espace et on réinterroge la notion de territoire. On est déjà sur le fond de notre problématique. Je vais après un cours de géo. Je vais vous proposer qu'on travaille en fait en 3 temps. Quand on s'est vu il y a 3 semaines de ça, on a un peu réfléchi comment organiser ce débat. Et autour d'abord 2 thématiques. Une première thématique, on pourrait dire l'identité. On va essayer de travailler qu'est-ce que c'est que l'identité d'un territoire, vu par vous. Moi, je suis parti à partir d'une phrase que tu m'as sortie quand on s'est vu, qui était de dire l'interco urbaine, c'était une interco de gestion technique, je dirais, et puis l'interco rurale, c'était l'interco d'appartenance, de sentiment identitaire. Et avec un point d'interrogation, on se disait, et si bientôt c'était pas le contraire? C'est-à-dire que si l'identité ne se construisait pas au niveau des grandes interco urbaines, et si finalement le territoire rural, c'est là où il n'y avait plus d'identité. Voilà, c'était un point de départ de notre débat, donc on va réfléchir sur l'identité d'un territoire, la cohérence, qu'est-ce qui fait la cohérence d'un territoire. Et ça, on va en fait laisser parler pendant un quart d'heure et ensuite on pourra l'interroger sur cette problématique-là. Donc vous l'écoutez bien sur le thème et ensuite vous notez vos questions et ensuite on débat avec lui. On a la chance de pouvoir l'interroger, donc on l'interroge. La deuxième thématique, c'était, comme je le disais en introduction hier, c'était d'aborder le mot que tu m'as soufflé, c'est le civisme communautaire. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui on dit il faut s'adresser aux habitants, il faut de la proximité, il faut de la participation, de la concertation, etc. Et jusque-là, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'une interco? Qu'est-ce que ça veut dire recréer un civisme au niveau de l'intercommunauté? Est-ce qu'on peut le faire quand il n'y a pas d'identité ou quand il n'y a pas une gouvernance complexe, des élus, comme on a vu hier dans les débats, faiblement reconnus, qui n'ont pas toujours, comme ils disaient eux-mêmes, autorité pour intervenir ou autre? Donc la question c'est, est-ce qu'on peut reconstruire ou construire un civisme communautaire? C'est des politiques publiques qui sont décidées par des élus, comment on peut les faire partager? Ce sera notre deuxième point de débat, là aussi un petit quart d'heure d'exposé et un petit quart d'heure de débat. Et ensuite, pour conclure, on s'amusera simplement à jouer un jeu très à la mode aujourd'hui quand on écoute France Inter. C'est « Et si j'étais président, qu'est-ce que je ferais ?» On va lui demander de dire « Et si j'étais DIRCOM d'une interco ?» Il n'est pas du tout communicant. Qu'est-ce qu'il ferait? Et nous allons lancer quelques idées et on en débattra. Je te laisse sur cette première thématique, un quart d'heure, 20 minutes, et puis après, on débat. Donc préparez vos questions, c'est vous qui ferez ensuite la deuxième partie avec vos questions. Je te laisse. Bon, merci beaucoup, Bernard. Oui, c'est vrai, on avait préparé ça ensemble, et ces 2 termes, identité territoriale et civisme communautaire, s'étaient imposés assez vite, du fait évidemment des transformations profondes que connaît la géographie politique de notre pays. Alors, pourquoi? Parce que il me semble qu'on assiste quand même, enfin bon, je crois que vous êtes conscient de ça. Oui, ce que je voudrais dire, c'est, je vous livre plutôt des réflexions que des résultats d'études ou d'enquêtes. Donc c'est évidemment discutable ce que je raconte. C'est vraiment de l'ordre de l'hypothèse. Mais bon, d'abord,
disons les choses assez simplement, nous vivons quand même un véritable bouleversement historique en France, au regard de la géographie politique qui est la nôtre quand même depuis 1790. C'est-à-dire que depuis 1790 jusqu'à 2015-2016, quand même, grosso modo, la carte politique, mis à part le développement de l'intercommunalité, mais la carte politique n'avait pas bougé. C'est vrai que nous avons l'impression collectivement d'être dans un chantier permanent de réforme territoriale depuis 30 ans, mais en même temps, quand on regarde notre carte politique et qu'on la compare à celle des pays voisins, on pourrait dire la France patrimoine mondial de l'humanité d'une certaine façon, puisque en gros, encore même aujourd'hui, notre géographie communale, c'est celle de 1790, notre géographie départementale, c'est celle de 1790, bon, des chouilles après, quoi, si vous voulez, et puis notre géographie régionale qui était plus récente, mais enfin, datée quand même dans les premières épures, vous le savez, de 1919, quelque chose comme ça. Alors que tous les autres pays ont procédé à des bouleversements de la géographie politique considérables. Ce qui est très paradoxal, évidemment, mais qui renvoie à des problèmes plus profonds, dans un pays dont on dit qu'il est jacobin, centralisé, autoritaire, etc. Enfin, vous êtes d'une certaine manière payé pour le savoir, que c'est dans ce pays centralisé, autoritaire, etc., que le poids des élus locaux est sans doute le plus fort par rapport aux pays fédéraux plus décentralisés, etc. Le poids des élus étant très fort, tout simplement parce que nous ne sommes pas un pays centralisé, nous sommes un pays imbriqué dans lequel nous vivons depuis 2 siècles dans une forme de consanguinité ou d'endogamie extrêmement puissante entre le local et le national, alors que le propre des pays voisins, c'est d'avoir opéré d'une manière ou d'une autre des séparations assez strictes, y compris au niveau du personnel politique, entre ce qui relève du pouvoir local et ce qui relève du pouvoir national. Donc un renversement historique parce que, effectivement, il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, que nous sommes là pour le coup véritablement en train de bouleverser notre carte politique. Enfin, ça y est, quoi. On a vraiment l'impression que le processus est enclenché. Je pense que vous avez eu l'intervention de Nicolas Portier sur cette question-là. Ce qui apparaissait comme un compromis habile entre le maintien du morcellement communal et le développement de politiques publiques territoriales un peu solides, c'est-à-dire l'intercommunalité communautaire, est en train aujourd'hui de prendre une part du lion dans le gouvernement politique des territoires. Alors c'est intéressant parce que effectivement, il me semble que ça pose des problèmes, des questions en termes d'identité territoriale, parce que ce bouleversement de la carte politique s'accompagne aussi, et Bernard l'induisait dans sa question, d'une forme de renversement historique en termes d'identité territoriale. Et notamment, alors pour faire simple, les géographes n'aiment pas dire ça, mais enfin je vais quand même le dire, entre le rural et l'urbain. Ou disons, alors pour faire plus scientiste, entre les territoires de forte densité et les territoires de faible densité. Bon, c'est un peu nul, mais ça permet d'éviter des catégories discutables. Historiquement, pour tous ceux qui ont lu, et je ne doute pas que vous en fassiez partie, le Tour de France de 2 enfants, qui est quand même un document de sciences politiques absolument fondateur, donc je vous engage à lire si vous ne l'avez pas fait. Donc 1870, après l'annexion de l'Alsace-Moselle, 2 enfants quittent, alors je ne sais plus si c'est Strasbourg ou Metz, pour aller retrouver leurs parents dans la France, dans ce qui reste de la France, et qui du coup en profitent pour faire une espèce de Tour de France. Et à chaque étape, en fait, c'est un peu, ça a été repris par Goscinny et Uderzo dans le Tour de Gaulle d'Astérix, ils tombent en fait sur des identités locales extrêmement fortes, que l'on n'hésite pas à l'époque à qualifier de petites patries, qui sont en fait des petites villes, et des petites villes et des pays, en fait, dans lesquels à chaque fois on va retrouver des sociétés locales très construites, une certaine polyvalence, mais aussi des spécialités qui font la renommée de la petite ville, du pays, etc.
Et à l'inverse, et donc on voit bien que là, il y a une espèce d'hymne identitaire à la France profonde, ou en tout cas à la France comme la France des petites patries, comme vous voyez, territoire d'enracinement et territoire d'identité collective. Et inversement, les grandes villes apparaissent comme des lieux à faible identité, parce que ce sont au contraire des lieux de flux, des lieux de brassage, des lieux dans lesquels les gens viennent, repartent et ne sont pas enracinés, et qui du coup s'identifient faiblement au territoire. Et il me semble que historiquement, nous avons construit notre modèle identitaire dans son rapport au territoire, plutôt dans cette logique de terroir et de sédentarité, et beaucoup moins dans cette logique urbaine et de mobilité. Ce qui est très différent des pays voisins, hein, quand on regarde l'Italie, le pays aux 1000 villes, hein, ils aiment bien se définir comme ça, le pays aux 1000 villes, alors que nous dirions plutôt historiquement la France des 1000 terroirs peut-être, enfin, des X pays, des choses comme ça. L'identité est urbaine et les villes jouent une fonction éponyme. Alors même si ce n'est pas exempt des tensions que nous trouvons aujourd'hui entre le centre et les périphéries, c'est clair que Milan nomme son espace. C'est clair que Bologne nomme son espace. C'est clair que Turin nomme son espace. Et il n'y a pas de problème identitaire, notamment dans ce rapport ville-campagne. Et il me semble que cette histoire de l'identité de la longue durée, elle est liée à des caractéristiques françaises très particulières, qui est que, en fait, nous sommes un pays sous-peuplé, assez peu dense, dans lesquels finalement l'exode rural est très tardif, les gens sont restés sédentaires extrêmement longtemps. Ce n'est véritablement qu'à partir des années 60 qu'on peut parler d'exode rural en France, de mobilité paysanne, et encore, certains géographes vous disent que si on avait mis la barre du milieu rural à 5000 habitants pour les communes, et pas à 2000 comme on l'a fait, comme le fait l'INSEE, il n'y aurait pas eu d'exode rural en France. Donc l'exode rural n'a pas consisté en un départ, une déportation massive des paysans vers les grandes villes, et d'une certaine manière, on ne peut pas dire véritablement qu'il y a eu d'exode rural. Il y a eu une disparition de la paysannerie, ça c'est clair. Il n'y a pas eu d'exode rural en France. Je rappelle simplement, là aussi, excusez-moi le côté cours de géo, mais l'Angleterre est urbaine à 80% en 1890, la France est urbaine à 80% en 1970, un siècle après. Donc le phénomène urbain est un phénomène effectivement qui est relativement rare et qui est relativement marginal finalement dans l'histoire territoriale française, qui permet de comprendre pourquoi cette notion d'identité territoriale s'attache à cette idée de terroir et de sédentarité par opposition au nomadisme qui caractérise les grandes villes. Et d'ailleurs, on le voit bien, enfin bon, on pourrait multiplier les exemples, mais moi je me souviens quand je travaillais dans le Nord-Pas-de-Calais, pour parler du développement de l'île, les gens de Maubeuge, par exemple, parlaient de métrospoliation. Les Marseillais dans les Hautes-Alpes, ou les Toulousains en Ariège, j'ai découvert ça récemment, sont qualifiés de dorifores. Voilà, donc c'est des gens qui viennent chez nous bouffer nos patates, enfin bon, des trucs comme ça. Bon, sous-entendu, voilà, nous avons en Ariège une identité forte. Bon, je suis ariégeois. Et ces Toulousains, en fait, c'est des nomades qui viennent en quelque sorte grappiller là où ils peuvent grappiller, sans feu ni lieu d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi des Parisiens? Alors, cela dit, je ne suis pas certain que les Londoniens soient tellement plus appréciés en Angleterre, surtout que... alors, il me semble que ces valeurs positives et négatives en termes d'identité territoriale, en fait, depuis une vingtaine d'années, se sont inversées. Et que de ce point de vue-là, la réforme territoriale qui est en cours vient consacrer en réalité un processus déjà entamé plutôt que d'ouvrir une nouvelle phase. Alors comment est-ce que ça s'est inversé? Il me semble que, paradoxalement,
les villes sont en train de devenir des espaces de sédentarisation, de sédentarité, et les espaces moins denses, qu'ils soient ruraux ou périurbains, sont devenus des espaces qui sont, je dirais, totalement vibrionnaires du point de vue de la mobilité. Historiquement, les villes, c'était le lieu de la mobilité, du brassage, etc. Aujourd'hui, vous prenez Paris par exemple, vous le savez très très bien, c'est moins d'un ménage sur deux qui a une voiture, par exemple. Le nombre de kilomètres parcourus dans le cœur des agglomérations diminue chaque année. Il explose en périphérie, évidemment. Ce qui permet d'ailleurs aux responsables des mobilités dans le cœur des agglos de se réorganiser en disant regardez, on a diminué la circulation automobile, etc., sans voir que, évidemment, tout autour, ça explose. Mais tout ça pour dire que l'espace rural, l'espace périurbain, qui était historiquement le lieu de l'ancrage, le lieu de la sédentarité, le lieu d'une certaine immobilité, et donc fortement identitaire, est progressivement devenu un lieu complètement traversé par l'immobilité, alors du fait de 3 ou 4 phénomènes qui sont bien connus, qui sont le phénomène de la dissociation domicile-travail, le phénomène de l'usage de plus en plus récréatif des espaces peu denses et des espaces ruraux, le phénomène qui continue de manière importante des résidences secondaires, etc., etc. Il y a une chose, moi je trouve qu'il y a un élément qui ne trompe pas. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Christophe Terrier qu'il a fait pour l'INSEE, enfin il est habité à l'INSEE, qu'il a fait pour le ministère du Tourisme et le ministère de la Défense. La question qui lui était posée, qui a été posée à l'INSEE, au départ ça émanait du ministère de la Défense. C'était en cas d'attaque nucléaire, bactériologique ou chimique, où est-ce qu'il faut mettre les stocks d'antidotes et les dispositifs de secours en fonction de la présence effective de la population. Et donc, comme souvent, l'armée est source d'innovation. Et donc, ils ont posé cette question à l'INSEE. Ok, vous recensez les gens là où ils dorment, mais dites-nous où ils sont vraiment. Et donc, l'INSEE a développé un modèle en collaboration avec le ministère du Tourisme pour essayer de faire une approximation de là où se trouvent vraiment les gens. Et alors, ce que montrent ces études, c'est que plus la commune est petite, plus la densité est faible, plus il y a dissociation entre les gens qui sont effectivement recensés et les gens qui sont effectivement présents. Plus il y a une différence extrêmement forte entre, au fond, les résidents et les présents. Alors ça dépend évidemment de la qualité plus ou moins touristique de la commune, du nombre de résidences secondaires, de campings, d'hôtels, etc., etc. Mais je vois des communes dans les Pyrénées, par exemple, puisque c'est un peu mon terrain d'étude, où il n'y a pas forcément de station de ski, mais il y a une différence de 250% en moyenne dans l'année entre les résidents recensés par l'INSEE et les présents effectivement sur le territoire de la commune. Et donc paradoxalement, et inversement, dans le cœur des villes, c'est l'espace dans lequel progressivement on valorise les courtes distances, aller travailler en pantoufles, enfin toute une série de choses, c'est-à-dire que comme si les valeurs de proximité finalement s'étaient complètement inversées, et que la proximité se trouvait au cœur des agglomérations denses, en plus avec d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le développement d'un certain nombre de professions, alors Nantes en est un exemple, de professions très urbaines, très métropolitaines, qu'on va retrouver dans les métiers de l'informatique, du numérique, du design, etc., où il y a une très forte proximité, voire une quasi-identité entre le domicile et le travail, le développement des travailleurs indépendants, etc., etc. Et donc, paradoxalement, la ville devient le lieu de la proximité et d'une forme d'identité d'enracinement, alors que de plus en plus, les espaces peu denses, périurbains ou ruraux, deviennent des espaces de mobilité du fait de cette dissociation domicile-travail, du fait de cet usage récréatif des campagnes, mais aussi, évidemment,
du fait d'une logique d'implantation des services collectifs et des services marchands ou non marchands, qui n'est pas du tout la même que celle dans les grandes villes. Mais je vous rappelle que dans les grandes villes, jusqu'à une période récente, vous ne trouviez plus d'alimentation de proximité. Ce n'est que récemment que les grandes surfaces se sont rendues compte, notamment face à la désaffection par rapport au modèle de la grande surface, qui est un modèle de mobilité, dans lequel vous allez accomplir le dernier kilomètre de logistique et donc épargner un coût monstrueux aux distributeurs, en échange de quoi vous remplissez votre coffre de produits pas très chers. Enfin bon, c'est pas le sujet. Vas-y, bien pratique. Quand même. Bon. Et donc, l'espace rural, historiquement construit autour de cette idée de proximité, de sédentarité, se retrouve aujourd'hui, me semble-t-il, alors quand je dis espace rural, entendez faible densité, se retrouve aujourd'hui dans une situation, me semble-t-il, complètement inverse. C'est-à-dire, incertitude permanente sur qui est présent, qui est résident, de plus en plus. Deux, mobilité considérable qui peut être considérée comme soit subie, soit choisie. Nous avons fait il y a quelques années une enquête sur les habitudes culturelles et de commerce des habitants de Rodez. On a été sidérés, c'est-à-dire que, pour reprendre les termes des géographes, les termes savants des géographes, la spatialité des habitants de Rodez, l'espace vécu par les habitants de Rodez, ça va de Millau à Aurillac, parfois jusqu'à Clermont-Ferrand parce qu'il y a un zénith. Donc, en fait, on voit des gens qui n'hésitent pas à faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour se construire un espace de commodité, finalement, en termes de services marchands, de loisirs. C'est par exemple le coup de dire je vais à Millau parce qu'il y a, je sais pas quoi, bricomarché qui est bien. Par contre, je vais à Aurillac pour tel truc, à Rodez pour telle autre chose, etc. On est sur un espace, vous voyez, à peu près, c'est quand même très très vaste. Et paradoxalement, cet espace de faible densité devient un espace qui répond beaucoup plus aux normes de la charte d'Athènes que les grandes villes. Alors, quand je dis qui répond beaucoup plus aux normes de la charte d'Athènes que les grandes villes, c'est-à-dire que ça devient un espace avec des territoires qui se spécialisent de plus en plus dans telle ou telle fonction, exactement comme Le Corbusier et ses collègues souhaitaient avoir des espaces spécialisés dans les villes, entre le résidentiel, les bureaux, les lieux de loisirs, les lieux de consommation, etc., etc. Alors, là-dessus, vient se greffer voilà. Et il me semble que, du coup, on l'entend bien chez les maires ruraux, chez un certain nombre de responsables politiques du périurbain,